Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire Une heure pour comprendre. Je m'appelle Virginie Perroma et je suis chargée d'études culture du risque et résilience pour l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Et je suis ce soir accompagnée par Céline Alain et Michaela Rega. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous aussi ce soir. Donc, nous sommes heureuses de vous accueillir en nombre ce soir pour ce dernier webinaire Une heure pour comprendre de l'année, qui est donc organisé par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, la FPCNT. 2025 était pour nous l'année marquant les 25 ans de l'existence de notre association, puisque la FPCN a été créée en 2000 par des parlementaires et des hauts fonctionnaires mobilisés aux côtés de notre gouvernement dans le cadre de la décennie internationale de réduction des risques de catastrophes mise en œuvre par les Nations unies. Depuis 4 ans, avec le soutien du ministère en charge de la transition écologique et dans le cadre de l'objectif gouvernemental « Tous résilients face aux risques », notre action de fédérer un large réseau d'acteurs diversifiés trouve tout son sens à travers une promotion active de la culture du risque et de la résilience. Les enjeux patrimoniaux y occupent une place importante puisque la FPCNT coordonne un groupe de travail national intitulé Patrimoine culturel et risques majeurs, avec pour partenaire le Bouclier Bleu France et plus largement l'ensemble de nos écosystèmes qui concourent à notre réflexion collective en lien avec les effets du changement climatique. Alors que la couverture médiatique des dernières semaines nous inviterait à penser à tort que nos institutions culturelles ont une posture d'attentisme par rapport à leur vulnérabilité face à des risques multiples, il nous a semblé encore plus important d'éclairer auprès de toutes et tous de la dynamique d'ores et déjà engagée en faveur de l'anticipation et de la préparation préventive au national comme dans nos territoires. C'est tout l'objectif de ce webinaire, débuté il y a maintenant 2 ans et qui nous avait permis déjà l'an dernier d'illustrer le cas des musées de France face au risque de catastrophe. Et ce soir, donc, nous accueillons Michaela Rega et Céline Alain pour aborder la problématique des bibliothèques face aux risques majeurs. Michaela, vous êtes en charge des plans de sauvegarde pour les bibliothèques municipales classées et territoriales non classées au ministère de la Culture, plus précisément à la Direction générale des médias et des industries culturelles. Vous nous présenterez l'enjeu des bibliothèques à l'échelle nationale, le contexte réglementaire, ainsi que les vulnérabilités propres à ce type d'établissement que vous accompagnez. Céline, vous êtes coordinatrice du plan de sauvegarde des biens culturels, ou PSBC, à la Bibliothèque nationale de France, la BNF étant particulièrement exposée au risque inondation et aussi multisite. Vous nous expliquerez comment votre établissement s'organise pour vivre avec ce risque, tout en apprenant des sinistres passés et en s'exerçant pour être opérationnel si un événement majeur survenait. À noter pour notre public que vos 2 actions se nourrissent l'une de l'autre pour tendre à une optimisation des démarches de prévention, de gestion de crise, mais aussi de relèvement. Je rappelle le principe donc à notre public. Ce webinaire dure 1 heure. Nous avons 45 minutes de présentation par nos intervenantes, suivies de 15 minutes de questions-réponses, d'échanges. Et je vous invite, lors des présentations, à indiquer vos questions dans l'onglet « Questions » qui est dédié donc en bas à droite de vos écrans et nous les retranscrirons aux intervenantes à la suite de leur présentation. Merci beaucoup et à toi, Michaela. Merci beaucoup, Madame Perroma, de cette invitation. Avant tout, bonjour à toutes et à tous. Comme cela vient d'être indiqué, je travaille au ministère de la Culture, au bureau du patrimoine et au département des bibliothèques. J'ai intégré le ministère de la Culture il y a 20 ans plus ou moins et travaillé 10 ans au musée d'Orsay où j'ai découvert les PPRI, les plans de prévention risque inondation.
que j'ai pu expérimenter moi-même lors des inondations de la Seine en 2016, où tout le personnel a été réquisitionné pour vider les réserves de ce musée, de ce grand établissement. Il y a 3 ans, la DGNIC, pour laquelle je travaille depuis 2018, m'a demandé de porter la mission de PSBC dans les bibliothèques. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le grand honneur de connaître Céline Alain, que vous allez écouter sous peu, en tant qu'experte des PSBC, pour connaître mieux les enjeux de ces plans de sauvegarde des collections. Ce soir, donc, comme cela a été annoncé, je vous ai expliqué le cadre un peu plus général de l'action du département des bibliothèques au ministère de la Culture face au risque des catastrophes qui peuvent toucher les bibliothèques. Je vous présente ici, donc, par le biais de quelques diaporamas, tout d'abord les bibliothèques des collectivités territoriales. Qu'est-ce que c'est que ce concept de bibliothèque territoriale? Comme vous le voyez sur la carte en haut à gauche de mon écran, il existe 15 000 bibliothèques et points d'accès aux livres qui permettent à 85% de Français d'accéder à ce service culturel dans leur commune de résidence. La distribution dans cet espace métropolitain, mais aussi ultramarin, offre donc une remarquable couverture du territoire et un accès de grande proximité à la population. À gauche, je compare donc cette carte qui est tirée de l'Atlas des bibliothèques territoriales édité par le ministère de la Culture avec la carte de l'IGN sur les risques naturels. Et vous voyez par vous-même, selon les coloris indiqués, que nombreux sont les risques qui touchent notre territoire. Feux de forêt, inondations, mouvements de terrain ou avalanches. C'est autant de menaces que le changement climatique en plus intensifie, rendant indispensable une planification adaptée pour connaître et anticiper les risques et développer notre capacité de résilience face aux aléas. Sur le même principe, je compare ici la carte des bibliothèques précédemment présentée avec le site internet du gouvernement, notre-environnement.gouv, sur les risques cette fois-ci technologiques qui peuvent toucher les bibliothèques, entre autres. Comme vous le voyez, ces risques couvrent grande partie du territoire et correspondent notamment à des risques liés aux activités humaines, les industries par exemple, le transport de fluides inflammables dans les sous-sols, donc pour tout ce qui est risque d'explosion, etc. Je vous présente ici donc les bibliothèques territoriales patrimoniales qui, sous la carte de gauche, à gauche, vous avez les 54 bibliothèques territoriales classées qui ont été identifiées par le ministère de la Culture et qui sont rentrées dans le Code du patrimoine. C'est des bibliothèques dispersées sur toute la France qui conservent des trésors nationaux et qui sont conservés et mis en valeur par des conservateurs d'État mis à disposition gracieusement dans les bibliothèques municipales. À côté, vous avez les 400 bibliothèques territoriales qui conservent des documents patrimoniaux importants. Et c'est sur ce type de bibliothèque que mon intervention va se centrer, puisque les autres bibliothèques, celles des grands établissements culturels, par exemple l'INHA, l'Institut national d'histoire des arts, ou encore les bibliothèques des grands établissements de médecine ou les bibliothèques universitaires, elles sont sur la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, elles ne sont pas incluses dans cet échange que nous avons ce soir. Encore une dernière diapositive concernant cette fois-ci la concentration des livres anciens et des manuscrits sur le territoire français. Vous voyez que les volumes sont très importants, donc en cas de sinistre, il y a des innombrables biens qui risquent de périr à jamais. Les sujets sur lesquels on m'a demandé d'intervenir ce soir regardent notamment le contexte réglementaire et l'historique pour tout ce qui est protection civile du patrimoine. Un deuxième point, la vulnérabilité spécifique aux bâtis et aux collections dans les bibliothèques. Pour finir, sur le PSBC dans les bibliothèques et des collectivités territoriales.
Donc, tout d'abord, je vais vous parler de différents outils d'intervention, de procédures qui existent et qui sont disponibles sur les différents sites des préfectures, ou non parfois un peu compliqués. Vous les voyez à gauche sur ma diapositive. Le plan Orsec, le DDRM, le DICRIM, le PPRI, que j'ai déjà mentionné et qui a été appliqué à Orsay, le PLU et le PSC. Donc, c'est des procédures que les forces de l'ordre à différents niveaux départemental de l'établissement au plus simplement communal peuvent être déclenchées pour préserver les populations et nous verrons aujourd'hui les biens aussi. En deuxième partie, donc nous allons voir à partir de 2019 avec l'incendie de Notre-Dame quel impact cette tragédie a eu aussi sur les bibliothèques territoriales. Alors, je vous présente ici donc le plan Orsec. Vous voyez, c'est une diapo qui est tirée du site internet de la préfecture de Haute-Savoie, qui présente concrètement le déroulement de l'action. Le plan Orsec signifie organisation de la réponse à l'urgence, est donc un dispositif dont s'approprie la préfecture, est un instrument de gestion de crise qui permet, dans des temps assez rapides, de répondre aux besoins primaires de la population pour les mettre en sécurité et ensuite gérer la crise pour revenir dans un troisième temps à la normale. Ces documents aussi que je vous projette, c'est tiré à chaque fois des sites de la préfecture, donc ce sont des choses qui sont mises à disposition même de la population. Donc le document départemental sur les risques majeurs, ainsi que le document, le crime sur l'information communale sur les risques majeurs aussi. Ça veut dire que chaque département mène depuis longtemps et rend accessibles ces informations sur le territoire à la population. Pourquoi cela est important? Parce que, comme le disait tout à l'heure Madame Perroma, c'est un travail de longue haleine avec des mises à jour constantes, surtout depuis qu'il y a les enjeux du changement climatique, dans l'idée de préparer au maximum la population à se tenir prête en cas de sinistre. Et encore des plans qui existent, le PPRI, voilà, celui-là, il a été pris, mis à disposition par la DRIET en Ile-de-France, qui dispose par ailleurs d'une cartographie. Le logiciel s'appelle CarteVizip, édité par l'Institut de Paris, et qui permet donc de voir tout au long du parcours de la Seine quelles sont les zones à risque en cas d'inondation et inondation. Et pour terminer, le plan local d'urbanisme, que certains d'entre vous peut-être connaissent, qui permet effectivement, lors des réflexions d'urbanisation dans une commune, de tenir en compte, de prendre en compte les risques du territoire et dans la réflexion sur les nouvelles constructions. Pour terminer, le plan communal de sauvegarde, le PSC, comme on l'appelle avec son sigle, qui présente tout en haut, comme vous voyez, les différents types de sinistres que pourraient se produire, la réaction des élus ainsi que des préfets de la police, l'alerte qui est donnée aux habitants avec les consignes de sécurité jusqu'au retour à la normale. Et pour conclure sur cette partie un peu aride, je vous prie de m'en excuser, une petite image rappelant qu'en cas d'inondation, ici à Paris aussi, nous avons un témoin, le Zouave, qui est cette belle sculpture qui se trouve sur le pont de l'Alma, qui a bien plus que les pieds dans l'eau, ce qui veut dire que le risque à ce moment-là est très élevé. Qu'est-ce qui se passe du coup dans ce cas de ces risques pour les bibliothèques? Eh bien, il faut faire un court pas en arrière en faisant un point en 2019, le 15 avril, la cathédrale de Notre-Dame brûle malgré l'existence d'un PSPC, plan de sauvegarde de collection. L'émoi est énorme auprès des fidèles, mais aussi auprès des professionnels, car c'est un trésor qui a disparu. Et c'est à partir de là que la direction
générale des médias et des industries culturelles demande à l'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche de mener et d'éditer ensuite un rapport sur les plans d'urgence, comme ils étaient définis à l'époque dans les bibliothèques. Pourquoi l'inspection générale de l'éducation? Eh bien parce que dans les bibliothèques, qu'elles soient universitaires ou qu'elles soient municipales classées, que nous allons découvrir sous peu, et ben, c'est toujours la même figure professionnelle, le conservateur des bibliothèques que nous retrouvons. Et donc, c'était cette inspection qui est chargée en 2021-22 d'interroger les différents établissements concernant des collections précieuses uniques ou rares dans les bibliothèques pour connaître l'état d'avancement des plans de sauvegarde. En 2022, le rapport est édité. Je vous parlerai des résultats dans quelques instants. Il faut savoir que déjà dans le Code du patrimoine, dans les livres 3, comme vous voyez affiché à l'écran, il existe des lignes qui sont destinées de manière précise à la conservation des bibliothèques et des collections, notamment qui y sont conservées. Et tout à droite, vous voyez un extrait de la circulaire qui a été éditée, publiée par le Bureau du patrimoine, le département des bibliothèques, qui est un peu plus récente, elle remonte en 2024, dans laquelle on parle notamment de PSPC. Donc la chronologie, elle est quand même assez rapprochée. Pour venir de manière un peu plus concrète, parler des vulnérabilités qui sont spécifiques aux biens, l'approche qui est réalisée est celle de considérer d'abord le contenant, donc le risque auquel sont confrontés les bâtiments, parce que ce soit des immeubles ou des bibliothèques, finalement, les risques concernent les bâtiments avant tout. Ici, vous voyez le glissement de terrain sur la gauche ou alors une entreprise de recyclage et de déchets, et donc qui émet des gaz polluants, eh bien, ce type de vulnérabilité touche de très près aussi les bâtiments des bibliothèques. Donc, c'est le premier impact qui touche les bâtiments. À côté de ceci, il y en a d'autres qui, cette fois-ci, vont toucher directement les collections. En cas d'incendie ou en cas d'intervention à la suite d'un incendie des sapeurs-pompiers, le risque de perte est irrémédiable parce que si les biens brûlent, plus rien ne reste. Et si les sapeurs-pompiers arrivent à intervenir en temps pour sauver les collections, outre les collections qui risquent quand même d'être brûlées, il y aura ensuite les dégâts provoqués par l'eau utilisée par les sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Et là, d'autres types de vulnérabilités qui sont spécifiques aux collections conservées dans les bibliothèques. Vous voyez qu'en cas justement de sinistre, toute la protection ou l'état de conservation se perd. Et le risque, c'est que tout passe à la benne si on n'intervient pas correctement. Il existe par ailleurs d'autres risques liés au mauvais état de conservation. Vous voyez ici un état des biens qui sont touchés par des moisissures et un restaurateur qui intervient avec une brosse pour retirer ces moisissures. Et bien, ces problématiques touchent évidemment aussi les collections précieuses, ou alors des problèmes de manipulation cette fois-ci. Vous voyez ici une bonne manipulation. À gauche, la personne qui intervient, très probablement un restaurateur, est en train de nettoyer avec un coton souple ou une gomme la couverture d'un livre ancien, et à ma droite, un exemple de mauvaise manipulation, c'est-à-dire le fait de prendre un objet ancien comme si c'était un objet contemporain qu'on aurait chez nous, ce qui évidemment est interdit. Nous voici donc arrivés un peu plus près à ce qui se passe en 2022 avec la publication du rapport de l'inspection. Là, vous voyez un extrait qui concerne un peu les chiffres qui ont été édités à ce moment-là. Le rapport met à ce moment-là en évidence les fortes faiblesses qui persistent dans la prévention des risques, quoique des bons exemples existaient déjà en 2022 dans les bibliothèques à Bordeaux, par exemple. Le plan de sauvegarde des collections était déjà actif et finalisé au moment de l'enquête.
Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ces réflexions, évidemment, sont inscrites aussi dans le cadre juridique du Code du patrimoine qui définit la responsabilité des propriétaires publics et privés, organise la protection des biens culturels et rappelle aussi l'obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires à les conservation. Et la circulaire que le ministère de la Culture a adressée au préfet en 2024 consacre donc au plan de sauvegarde des biens culturels et c'est une avancée importante. Elle encourage la généralisation des plans de sauvegarde, précise les exigences méthodologiques et renforce le rôle des services de l'État dans l'accompagnement. C'est une circulaire qui rappelle qu'aucun établissement culturel ne peut aujourd'hui se dispenser d'une stratégie de sauvegarde qui soit structurée, adaptée au terrain et régulièrement actualisée. Donc, ces socles, le rapport ainsi que le Code du patrimoine et la circulaire avec les autres outils réglementaires qui existent auprès d'autres ministères, notamment le ministère de l'Intérieur, nous l'avons vu avec les différents plans, trace, si vous voulez, une même trajectoire, c'est celle d'une prise de conscience qui est nationale, d'un engagement collectif visant à mieux protéger nos biens culturels. Donc, il nous rappelle aussi que la sauvegarde du patrimoine n'est pas seulement une responsabilité juridique, mais est aussi un devoir moral envers les générations futures. Je vais poursuivre pour vous montrer désormais qu'est-ce qu'a pu déclencher ce rapport. En 2022, eh bien, plusieurs préconisations ont été émises, parmi lesquelles la rédaction de la circulaire dont j'ai déjà parlé, d'assurer l'élaboration et la coordination nationale des PSPC, d'élaborer un plan de formation nationale à déclinaison des régions et d'assurer une bonne communication autour du déploiement des plans nationaux dans le cadre des journées d'études ou de formation ou alors de webinaires comme nous le faisons ce soir. Voici donc les bibliothèques municipales classées. Comme je vous ai dit, c'est des bibliothèques qui conservent des trésors nationaux. Elles ont été créées entre 1931 et 1972. Il en existe 54, elles sont parsemées sur tout le territoire national. C'est des bibliothèques qui sont des services municipaux. Donc, la seule exception statutaire étant que l'État met à disposition gratuitement des conservateurs des bibliothèques pour veiller à la bonne conservation et aussi à la valorisation. Ces bibliothèques donc en France sont considérées classées et le sont dans le Code du patrimoine en raison de l'importance de leurs collections patrimoniales qui appartiennent à l'État. Une convention entre la collectivité et le ministère est signée de façon à mettre à disposition ce conservateur des bibliothèques et, comme je l'ai dit, sont chargés de la conservation d'une part et de la mise en valeur. À la suite donc des préconisations, le ministère de la Culture et le Bureau du patrimoine du département des bibliothèques a réalisé une maquette avec des objectifs précis et des modalités très précises. Le choix a été fait en observant ce qui existait déjà sur le terrain, donc le travail de Céline Alain à la Bibliothèque nationale de France, par exemple, mais aussi dans les musées et dans les archives de France. Après avoir rencontré différents professionnels et formateurs, le choix a été fait de mettre en place une formation de longue durée qui puisse se permettre de dispenser en distanciel des modules théoriques, d'avoir un suivi régulier tous les mois avec les différents participants pour terminer avec une séance en présentiel pour créer un faux dégât, un faux sinistre et mettre ces participants en mesure de pratiquer la manipulation des collections sinistrées et de gestion de crise. Tous ces modules ont été traités. Je vous montre ici quelques diapos extraits aussi des formations. Voilà, toutes les interrogations autour de comment on sort des rayonnages qui font parfois plusieurs dizaines de mètres de longueur des collections qui sont absolument uniques et précieuses. Ici, vous avez une photographie de la journée de formation PSPC qui s'est déroulée à Versailles,
ou encore comment constituer un stock de matériel et préparer les collègues en cas de sinistre pour qu'ils soient en capacité de gérer des collections sinistrées avec les bons outils et les bons gestes. Je vous présente rapidement les résultats de cette formation qui s'est déroulée en 2024-2025. Nous avons accueilli 72 participants provenant de 40 bibliothèques classées. Et aujourd'hui, ces opérateurs sont en train de préparer des exercices grandeur nature avec les listes de référence dans leur département. J'ouvre une parenthèse, je ne pourrais pas ne pas mentionner le bouclier Bleu France qui a porté cette formation avec une grande rigueur. Pour les bibliothèques territoriales patrimoniales non classées, mais qui conservent néanmoins des fonds patrimoniaux d'une certaine envergure, nous avons mis en place courant 2025 et jusqu'à 2026 un deuxième volet de formation. Actuellement, donc, dans toute la France, sur la base de la même maquette et avec des opérateurs différents, Madame Alain ici présent et d'autres, la BNF d'une part, mais aussi le Bouclier Bleu France ou le GASP en Normandie ou des entrepreneurs ont été sélectionnés pour accompagner 171 bibliothèques sur toute la France qui sont donc actuellement en formation. Les résultats donc, seront communiqués ultérieurement. Je termine assez rapidement sur l'écosystème d'acteurs, les freins et les leviers. Vous voyez à gauche que les interlocuteurs sont assez nombreux, ce qui engendre systématiquement donc, des retards et une organisation assez complexe. Néanmoins, nous avons très bien travaillé avec les SDIS et les différents intervenants, donc les choses avancent assez positivement. Néanmoins, nous souhaiterions monter en compétences, notamment au niveau des changements climatiques, pour que les collègues sur le territoire s'aient équipés des bonnes modules de formation et pour finir, continuer à partager ces travaux avec des journées comme celle-ci qui vient d'être transmise. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très riche. Je vais donc maintenant afficher la présentation de Céline Alain et puis vous inviter à débuter. Merci Madame Perroma. Je suis ravie de participer à ce webinaire consacré aux bibliothèques territoriales face au risque d'inondation et de pouvoir partager avec vous un retour d'expérience de la Bibliothèque nationale de France. Donc je remercie l'AFPCNT pour son invitation. Mon propos portera sur la BNF à l'heure de la prévention et de l'adaptation, en montrant comment un établissement patrimonial multisite fait évoluer ses stratégies face à un risque croissant. Avant tout, je souhaite partager ces quelques photos extraites de situations réelles hors de Paris. Il me semble très important comme point de départ de partager ces photos afin qu'on ait tous une vision partagée des risques et des conditions d'intervention avant, pendant et après une crue. Sur la gauche, vous voyez une photo extraite des inondations de juillet 2021 qui ont frappé plus de 250 sites patrimoniaux en Belgique et en Allemagne. Des inondations qui ont révélé combien le patrimoine était fragile face aux événements extrêmes. Des événements qui ont montré aussi la difficulté de la prise en charge du patrimoine dans des situations dramatiques. Je vous rappelle que cette inondation a été particulièrement meurtrière et que les moyens prévus habituellement pour la sauvegarde des collections étaient dans ce contexte indisponibles. Faute d'électricité, les moyens de secours étaient réservés évidemment à la sauvegarde des populations. Donc c'est important, je pense, de remettre les choses dans leur contexte. Je vous propose aussi de bien regarder cette photo. Vous voyez autour de la statue équestre un très haut niveau d'eau, des courants et des tourbillons.
L'eau est évidemment sale, c'est une eau souillée, chargée de déchets organiques, de déchets chimiques aussi, et notamment des hydrocarbures. Donc il est inconcevable de circuler dans les rues, vous voyez que le contact des collections avec cette eau souillée va engendrer des dégâts considérables. Donc vous avez sur la droite quelques photos qui ne sont pas parmi les pires. J'aurais pu montrer des photos beaucoup plus dramatiques, des dégâts sur des collections de bibliothèques ou de musées. Et la photo de milieu pour vous montrer à quoi ressemble un magasin ou une réserve de musée après une crue de la Seine. Donc ici, il y a encore un courant au sein du magasin. L'eau était montée quasiment jusqu'à la hauteur du plafond. Donc toutes les collections qui n'avaient pas été mises en sécurité sont à ce moment-là chargées, complètement imbibées. Il faut aussi être conscient qu'après une crue, il est nécessaire de s'assurer que le bâtiment est accessible pour la sécurité des personnes. Et avant l'intervention de sauvegarde des collections, eh bien, un délai assez long peut s'écouler entre la décrue, le temps de la décrue, la phase de sécurisation du bâti et enfin l'évacuation des collections. Avant d'entrer dans le détail des dispositifs prévus à la BNF, je commencerai par rappeler brièvement ce qu'est la BNF aujourd'hui. Alors, la Bibliothèque nationale de France est chargée de collecter, de conserver, de transmettre le patrimoine écrit français. Elle s'inscrit dans une histoire qui est longue, qui remonte à la Bibliothèque royale du XIVe siècle. Elle conserve plus de 40 millions de documents, en fait des objets d'une très grande diversité, des manuscrits, des documents reliés, imprimés, des cartes, des documents iconographiques, des enregistrements sonores, vidéos, des objets archéologiques, mais aussi des contenus numériques collectés grâce au dépôt légal du web. Donc avec Gallica, la bibliothèque numérique, elle met à disposition plus de 15 millions de documents. L'établissement compte aujourd'hui environ 2500 agents et elle accueille chaque année plus d'1 million de lecteurs, de chercheurs et de visiteurs. Donc c'est un établissement qui reçoit du public, et notamment dans des salles d'exposition temporaires et dans les salles du musée, du site Richelieu. Donc la BNF est une institution multisite avec le site François Mitterrand dans le 13e arrondissement, vous le voyez ici, qui regroupe l'essentiel des collections contemporaines, disons, pour résumer. Le site Richelieu, qui est ici, qui est le site historique, rénové en 2022, dédié aux collections patrimoniales les plus précieuses. La bibliothèque de l'Arsenal, ici, juste en dessous, la bibliothèque musée de l'Opéra, et deux autres centres techniques, à Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne et à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Donc des sites dédiés à la conservation à la restauration, à la numérisation. Un dernier site, c'est la maison Jean Villard à Avignon, où on peut être aussi exposé à des risques de catastrophes naturelles par l'inondation du Rhône. Mais mon intervention aujourd'hui va se porter sur les sites parisiens, les sites plus particulièrement de la François Mitterrand, Arsenal et Richelieu. Les collections conservées sur le site de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, ne sont pas exposées au risque de crue de la Seine puisqu'elles sont conservées dans des étages élevés. La BNF est confrontée à plusieurs facteurs de vulnérabilité. D'abord des enjeux humains, vous l'avez compris lorsque j'ai rappelé le nombre de visiteurs, le nombre d'agents aussi présents sur le site.
Un enjeu important, vous le voyez à travers les salles de lecture, c'est la continuité de services au public, des enjeux bâtimentaires, mais aussi des enjeux patrimoniaux avec la diversité des collections qui peuvent être conservées dans des espaces situés dans les sous-sols. Donc ces vulnérabilités sont particulièrement sensibles face au risque d'inondation qui touchent directement plusieurs sites en raison de leur implantation dans Paris et de leur proximité avec la Seine. Donc en particulier le site François Mitterrand, qui est situé dans le bassin d'inondation de la crue de 1910, le site de l'Arsenal, situé lui aussi dans le bassin d'inondation de 1910, le site Richelieu n'est pas dans le bassin d'inondation de la Seine. Si on prend la crue de référence de 1910, le site n'a pas été inondé à cette occasion, mais vous voyez qu'il se situe dans la zone d'inondation des caves, donc ses sous-sols sont susceptibles d'être inondés et tous les sites sont susceptibles d'être peuvent être exposés à des ruptures d'alimentation électrique. Alors, comment se prépare-t-on à la BNF pour faire face au risque de crue de la Seine? D'abord, il existe un outil d'urbanisme, le PPRI, mis en place par le préfet départemental. Ce PPRI s'appuie sur des études hydrologiques et historiques pour identifier les zones potentiellement exposées au risque d'inondation, soit par débordement, par ruissellement, par remontée de nappe. L'objectif du PPRI est double. D'abord, protéger les populations contre les aléas d'inondation et aussi limiter la vulnérabilité des constructions et des infrastructures dans les zones à risque. Le PPRI de Paris contient des dispositions particulières liées à l'exercice d'une mission de service public qui impose notamment aux établissements culturel situé en zone inondable, l'élaboration d'un plan de protection contre les inondations, le PPCI. Donc le chapitre 4 du règlement du PPRI de Paris dispose que ces plans de protection doivent être élaborés dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du plan, donc avant l'été 2012 à l'époque, et une version actualisée doit être transmise chaque année aux autorités. Donc, le PPCI de la BNF a été initié en 2003 avec d'abord un diagnostic de vulnérabilité pour les 3 sites que j'ai cités tout à l'heure, Richelieu, l'Arsenal, François Mitterrand. S'en est suivi pour le site François Mitterrand une phase d'investissement pour des acquisitions de matériel afin de renforcer la protection du site. Des tests sont organisés chaque année pour tester les équipements qui ont été acquis au fil des années. Sur le site de l'Arsenal, le PPCI a été rédigé en 2015, les moyens ont été achetés la même année et le PPCI, pour la partie sauvegarde des collections, a été mis en œuvre lors des crues de 2016 et de 2018. Pour situer rapidement notre action, en particulier l'action de sauvegarde des collections, il est important de rappeler comment s'articulent les différents plans de la BNF et l'intégration du PSBC, donc du plan de sauvegarde des biens culturels, dans les autres plans de mise en sécurité de la BNF. Alors, la BNF a élaboré son premier plan de sauvegarde des biens culturels à la fin des années 90. Il s'appelait à l'époque le plan d'urgence. Il avait été conçu d'abord pour répondre au risque de dégâts des eaux. Donc, pour faire face à un risque de dégâts des eaux, on compte sur ses moyens internes, des procédures et des matériels internes. On n'a généralement pas besoin de faire appel à des ressources extérieures, à la différence du PSBC en cas d'incendie, où toutes nos procédures sont prévues pour l'intervention des pompiers. Une partie des procédures
est prévu pour les interventions après l'extinction de l'incendie. Et vous voyez que les interventions en cas d'incendie sont déléguées à des intervenants extérieurs. Donc, c'est un plan spécifique. Et enfin, le PPCI, c'est un plan qui a la particularité de devoir se développer dans un contexte où toute la région, ou au moins la localité est affectée. Donc, on ne pourra pas mobiliser les mêmes ressources extérieures et il faudra, en tout cas dans notre cas, organiser des interventions sur site. Donc, une évacuation à l'intérieur des bâtiments, dans les étages supérieurs, plutôt que vers l'extérieur. Au sein de la BNF, le PPCI, c'est donc un des volets du PSBC, mais ce volet sauvegarde du PSBC est l'une des composantes du PPCI de la BNF, qui comprend toutes les actions de mise en sécurité des bâtiments. Donc, à l'intérieur du PPCI lui-même, on a la sauvegarde des biens culturels qui constitue l'une des composantes, dont il constitue l'une des composantes majeures. Elle fixe les priorités de mise à l'abri, le rôle des équipes, les mesures opérationnelles en cas de montée des eaux. Et enfin, pour donner une vision globale, le PPCI est lui-même intégré au plan de continuité d'activité de la BNF, donc le PCA, qui organise la manière dont l'établissement maintient ses missions essentielles en cas de crise, et notamment la continuité de service au public. Autrement dit, on a un premier niveau avec les PSBC, dont une partie du PPCI fait partie, un deuxième niveau avec le PPCI et ses volets opérationnels, dont la sauvegarde des collections, un troisième niveau, le PCA, qui englobe tous ces plans pour assurer la continuité de nos activités. Alors, en quoi consiste le plan de sauvegarde des collections en cas de crue de la Seine? Au cœur du dispositif, et aussi, c'est aussi ce qu'il y a de plus complexe, il s'agit de mettre les collections en sécurité dès la phase d'alerte. Pour cela, donc, il s'agit de l'évacuation préventive dont je parlais tout à l'heure. Pour cela, la première étape est de disposer d'une cartographie précise des risques. Elle doit identifier les espaces susceptibles d'être touchés par une crue, préciser la nature des impacts, par exemple une remontée de nappe phréatique, l'éclatement des gaines d'égouts, pour prendre quelques exemples, et permettre de quantifier les collections à protéger. Sur cette base, il faut ensuite définir des zones de repli où les collections pourront être stockées temporairement en toute sécurité. Donc, vous voyez sur la première photo des collègues en train de remonter des collections des étages inférieurs vers les étages supérieurs. Donc, cela implique de mesurer les surfaces disponibles, de vérifier la capacité de charge au sol, de prévoir les moyens humains et les moyens matériels nécessaires, ainsi que les conditions pratiques d'évacuation. Donc, même si la crue de la Seine est réputée lente, l'évacuation doit impérativement être achevée, non pas avant que l'eau pénètre dans le bâtiment, mais avant l'interruption de l'alimentation électrique, et dans des conditions garantissant la sécurité des agents, notamment leur possibilité de se déplacer et de regagner leur domicile. Donc, ce qui est le plus délicat dans cette phase d'alerte, vous l'avez compris, c'est la prise de décision. Décider d'évacuer, c'est accepter de déplacer des collections prioritaires, peut-être pour rien. Et cette décision doit être prise à un moment où l'on ne peut pas savoir avec certitude si la crue va réellement se poursuivre. Trop tôt, la fermeture des salles pénalise le service au public. Trop tard, on n'a plus le temps d'évacuer dans de bonnes conditions de sécurité. Donc le plan, le volet PSBC du PPCI vise juste précisément à aider à faciliter la prise de décision dans ce contexte d'incertitude. Et dans nos fiches de synthèse,
nous avons indiqué le temps nécessaire pour une évacuation d'une quantité donnée de collection et le nombre de personnes nécessaires pour procéder à cette évacuation dans les temps. Le deuxième volet concerne la préparation des interventions après la décrue. Il s'agit d'identifier les options de traitement possibles et les conditions dans lesquelles elles pourront être mises en œuvre. La réalisation de ces opérations, y compris l'évacuation et le traitement des collections, dépendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'accessibilité du bâtiment. Et il convient également de prévoir le cas où la stabilité du bâtiment ne permettrait pas un accès sûr aux collections. Le troisième volet porte sur la définition des phases de rétablissement des collections, les traitements nécessaires pour stabiliser l'état et restaurer l'état des documents touchés. Les épisodes de crues de 2016 et de 2018 ont été déterminants dans l'évolution de nos PPCI. La BNF n'a pas été directement sinistrée, mais ces événements ont été l'occasion pour nous de tester en situation réelle nos plans nos PPCI, en particulier celui du site de l'Arsenal. Ces événements ont suscité une mobilisation très forte des agents, avec l'activation des mesures internes, de vigilance et une réévaluation précise de nos vulnérabilités. Donc, ils ont permis de mettre en évidence la nécessité de renforcer la cartographie des points sensibles, d'anticiper les transferts de collections, d'envisager le possible recours à des déménageurs dans une certaine temporalité, puisque l'évacuation des collections est particulièrement fatigante. Il faut compter sur le stress que génère la situation, mais aussi sur l'effort physique qu'il faut mobiliser pour évacuer des quantités importantes de collections. Donc ces événements ont aussi montré que la question n'est plus seulement celle de la crue centennale entre guillemets classique, mais bien l'évolution rapide des aléas sous l'effet du changement climatique, avec une survenue des événements à n'importe quel moment de l'année, et plus seulement l'hiver, comme on pensait pouvoir s'y attendre dans les années précédentes. J'en viens maintenant aux actions menées sur les 3 principaux sites concernés par le risque d'inondation, et je vais commencer par le site François Mitterrand. Donc je rappelle qu'on est au bord de la Seine. Sur les différents sites de la BNF, le risque d'inondation par débordement de la Seine est exclu jusqu'à une hauteur de crue de type 1910, mais il existe d'autres voies d'inondation possibles qui ont été clairement identifiées, et notamment par la remontée de nappes phréatiques, les égouts, les entrées de parking. Donc, pour préserver l'intégrité physique et fonctionnelle des sites, le département des moyens techniques de la BNF a prévu des moyens de vigilance et des moyens de protection qui visent d'une part à atténuer les effets d'une crue sur le bâtiment et d'autre part à assurer un fonctionnement minimal dans des conditions très dégradées. Donc, ces moyens sont mis en œuvre successivement aux différentes phases de développement d'une crue. Donc, le site François Mitterrand a été construit dans les années 90. À cette époque, installer la grande bibliothèque dans le 13e permettait de réaliser un projet de quartier sur un vaste espace proche du centre de Paris. Et sur cet espace en bord de Seine, la BNF occupe une surface de 7 hectares et demi. Elle est constituée de 6 ensembles, dont 4 immeubles de grande hauteur, c'est les 4 tours que vous voyez sur la photo, un socle, donc les parties en infrastructure, de 7 niveaux en sous-sol, avec un parvis, un jardin intérieur et un parc de stationnement sur 3 niveaux. Les magasins sont répartis dans les tours et dans le socle sur 4 niveaux. Et le niveau le plus bas est à quelques mètres sous la nappe phréatique, dont le niveau fluctue entre 25 mètres et 29 mètres 50.
Le socle du site François Mitterrand est donc en contact permanent avec l'eau. C'est ce que vous voyez sur la photo. Et le bâtiment est rendu étanche par une paroi en béton d'une longueur de 2050 mètres qui s'étend sur tout le périmètre du site. Elle repose sur une couche géologique étanche et elle s'élève jusqu'à 30 mètres, ce qui correspond au niveau de crue de 1910, plus 60 cm. Donc, cette paroi moulée de 65 cm d'épaisseur constitue l'ouvrage de protection essentiel du site contre l'eau. Vous voyez, il y a des joints entre chaque paroi, entre chaque plaque de la paroi pour assurer l'étanchéité complète de la jonction des panneaux. Alors, pour protéger les collections du risque d'inondation, plusieurs niveaux d'action sont prévus par le département des moyens techniques. Il s'agit sur ce site d'empêcher l'eau d'entrer dans le bâtiment, d'éviter le contact de l'eau avec les collections et d'évacuer l'eau. Donc, vous voyez sur la troisième photo des obturateurs des réseaux des eaux usées et des eaux pluviales qui sont prévus pour être mis en place en phase d'alerte dans le but d'éviter le risque d'inondation par saturation des égouts. Donc, ces matériels sont positionnés à l'intérieur des canalisations d'égouts et gonflés à l'aide d'un gonfleur à air comprimé. Rester. Donc, sur le site François Mitterrand, la stratégie, c'est d'éviter la pénétration de l'eau. Pour autant, on prévoit quand même une évacuation préventive des collections, donc les tablettes basses de certains magasins, par mesure de sécurité complémentaire. La stratégie est différente sur le site de l'Arsenal. Le site de l'Arsenal est situé dans le Marais, en bordure de Seine. C'est un monument historique qui date du XVIIe siècle, l'hôtel du grand maître de l'artillerie. La bibliothèque y conserve des milliers de manuscrits dont l'histoire est liée au bâtiment. Elle est complètement imbriquée à celle du monument. Le marquis de Pommy y avait sa bibliothèque personnelle, constituée en 1775 déjà d'une collection de 60 000 volumes. Donc, dans ces appartements du XVIIe et du XVIIIe siècle, vous voyez sur la photo, on conserve des décors somptueux. Donc, il est impossible d'installer des magasins classiques de bibliothèques dans ces décors, ça va de soi. Donc, dans les années 60, la seule solution pour conserver des collections dans des mobiliers de bibliothèques, c'était d'aménager des magasins en sous-sol, où nous conservons aujourd'hui 3 km linéaires de documents qui sont précieux. Mais les archives montrent que le site n'a jamais été inondé, bien qu'il ne soit pas protégé par aucun complexe d'étanchéité. Alors, sur ce site, on a développé un PPCI complet, celui qui a été testé en 2016 et en 2018. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et enfin, le site Richelieu. Alors, le site Richelieu est situé en dehors du bassin d'inondation de la Seine. Il n'a pas été touché par la crue de 1910, ni en surface, ni par la remontée de nappes phréatiques. Néanmoins, une étude qui a été menée dans les années 30 établit qu'en cas de crue d'une hauteur égale à celle de 1910, la nappe phréatique pourrait atteindre 32 mètres. Et donc, l'architecte Rouchepitz, dans les années 30, a prévu un cuvelage, donc une sorte de protection en béton, dans la même logique que ce que je vous ai présenté pour le site François Mitterrand. Donc, un cuvelage pour tous les espaces qu'il a construits en sous-sol. Voilà. Et plusieurs études commanditées en 2003 et en 2004 par le département de moyens techniques ont confirmé la possible montée de la nappe phréatique sur ce site dans les sous-sols anciens. Ces études ont aussi permis
de vérifier la stabilité du cuvelage construit par Rouge-Spitz. Donc théoriquement, seuls les sous-sols construits au XIXe siècle sont susceptibles d'être inondés en cas de crue, d'une hauteur égale à celle de 1910. Néanmoins, le cuvelage est désormais ancien et on conserve des collections en quantité assez importante dans les sous-sols de ce site. Alors la difficulté pour nous, c'est que ce site n'est pas inscrit dans le périmètre du PPRI. Et le risque que nous avons identifié pour ce site, c'est l'éclatement des gaines d'égouts. Alors je vais faire très vite pour finir en vous présentant les moyens qui ont été prévus, donc des moyens de prévention. Alors, il a été convenu pour les magasins susceptibles d'être inondés où nous conservons des collections prioritaires de remonter là où c'est possible la dernière tablette basse. Donc elle est remontée, vous voyez sur la photo de gauche, et là où c'est possible aussi, on a carrément libéré la tablette basse pour ne pas avoir à évacuer les collections en cas de crue. Et un autre moyen complémentaire, c'est des caissons de regroupement qui sont prévus pour le site de l'Arsenal et sont directement installés dans les rayonnages et nous permettent d'évacuer directement les collections par demi-tablette. Donc les caissons pèsent 10 kg, ils peuvent être facilement évacués à 2 personnes. Alors, pour compléter ces moyens matériels, on a des procédures formalisées, un système de traçabilité, et bien sûr, nous nous entraînons régulièrement. Donc, vous voyez ici un exemple d'exercice en situation d'entraînement. Voilà. Donc, les freins qu'on a identifiés, c'est la possibilité il est important pour nous d'avoir une vision partagée des risques. Et pour ça, il est très important de pouvoir s'appuyer sur des audits. Mais les audits nécessitent des budgets importants. Et faute d'audit, il est difficile de prendre en compte les risques de crue dans des projets transverses comme les projets de rénovation du bâtiment. Alors, en compensation, nous nous entraînons fréquemment et on peut compter sur des actions de sensibilisation au niveau local et au niveau national. Et je pense en particulier à l'intérêt des exercices comme l'exercice Hydros qui a été organisé à l'automne dernier, au mois d'octobre, par la préfecture de Paris. Ces exercices nous donnent l'occasion de nous réunir au sein des établissements et ça nous permet de réactiver la réflexion autour de ces plans. Merci beaucoup et je vous prie de m'excuser si j'ai empiété sur le temps des questions. Non, mais merci à vous pour ces 2 présentations qui étaient très riches en contenu, qui ont bien permis, je pense, à l'ensemble du public d'avoir un aperçu sur la complexité, en fait, au niveau à la fois de la vulnérabilité de ces différents types de bibliothèques, mais aussi les réponses qui sont données et ce plan de sauvegarde des biens culturels. Voilà, comment est-ce que ça s'organise aussi? Donc, on a beaucoup de questions et peu de temps au final. Malheureusement, ça va être frustrant. Ce que je vous propose, c'est de prendre les questions du public en priorité pour que vous y répondiez, mais vraiment assez rapidement, voilà, peut-être 1 minute chacune pour qu'on puisse aborder plusieurs questions, si ça vous convient. Il y a une première question pour vous, Céline, donc qui est posée par Madame Hydrac, qui demande par curiosité en combien de temps et avec quels moyens humains avez-vous estimé l'évacuation préventive d'un site de la BNF, par exemple le site de l'Arsenal? Alors, la question s'est posée un petit peu différemment. En fait, on s'est donné comme objectif d'évacuer les collections dans un temps limité, donc 24 heures ou 48 heures. Voilà, donc on a 2 scénarios. Et donc, les exercices que nous avons réalisés nous ont permis de vérifier qu'on était capable d'évacuer un certain nombre de collections dans ce délai, dans ce temps limité.
D'accord. Et par rapport aux moyens humains, donc vous avez indiqué la possibilité de faire appel à des déménageurs éventuellement. Donc là, vous estimez à combien de personnel qualifié interne et combien d'extérieurs éventuellement? Oui, il faut toujours, mais dans le cas de, si on a la chance de pouvoir faire intervenir des déménageurs, ça demandera tout de même une implication importante des personnels internes pour coordonner les opérations, guider les déménageurs. Donc il faut au moins 10 personnes par jour en interne BNF plus les déménageurs. Oui, c'est très important. C'est toujours un effort très important. Ouais. Il y aurait d'autres questions à poser par rapport à ça, notamment en termes d'exercice aussi, à savoir si des forces extérieures sont mobilisées en cas d'exercice. Mais bon, on va... Oui. Du coup, une autre question, comment gérez-vous, donc là pour vous deux, comment gérez-vous l'augmentation des biocontaminants, moisissures, thermophiles, insectes déplacés par le climat, dans les scénarios de catastrophe? Est-ce que tu veux répondre, Michaela? Oui, ça va être très simple pour moi parce que je ne traite pas du tout moi personnellement cette question-là. C'est-à-dire que dans le cadre d'un établissement qui concerne des collections, si au moment de l'analyse des risques que cette question va être traitée par des personnes qui ont connaissance de la matière, c'est-à-dire que l'analyse des risques, on l'a vu tout à l'heure par rapport aux vulnérabilités, du moment où ça touche aux collections, c'est à ce moment-là qu'on va se poser aussi la question de quelle personne qualifiée l'établissement a besoin pour préparer en amont les interventions. Comme je disais tout à l'heure, en conclusion de ma présentation, l'idée aujourd'hui, avec les changements du climat et les conséquences que cela pourrait avoir d'une part sur les bâtiments et de l'autre sur les collections, il reste encore beaucoup à faire, notamment au niveau des formations à destination des magasiniers, des conservateurs, des chargés de mission et tous ceux qui, de près ou de loin, seront appelés à intervenir en cas de sinistre. Donc, je n'ai pas une réponse directe à la question, mais des pistes, par contre, à creuser, certainement. À la BNF, on compte sur nos congélateurs et l'utilisation de groupes électrogènes pour stabiliser des collections prioritaires, parce qu'on ne pourra pas tout congeler. Voilà. Et on développe aussi d'autres solutions, voilà, qui sera un petit peu long de présenter ici, mais nos actions en ce moment, c'est justement de rechercher des alternatives à la congélation. Très bien, merci. Et une dernière question du public qui est la suivante. Quels risques totalement nouveaux liés à l'évolution du climat ont émergé ces 5 dernières années dans vos analyses et qui n'existaient pas dans vos plans intérieurs? Et à savoir si au niveau de la BNF, il y a eu un ajustement des consignes hygrométriques en fonction des projections RCP du GIEC pour 2050-2100. Les consignes de gestion, voilà, de gestion des conditions de température et d'hygrométrie ont été revues sur le site, enfin sur tous les sites. Et c'est aussi une nécessité technique parce que l'évolution des températures nous oblige de toute façon à revoir les exigences initiales à la baisse. Enfin, on est obligé d'ajuster les conditions de température et d'hygrométrie dans les magasins pour des questions techniques, mais aussi dans les perspectives que vous venez de signaler. Alors pour finir et pour clôturer du coup cette session, moi je vous poserai une question simple et qui peut, enfin simple ou en tout cas une question qui peut intéresser de prime abord le public de ce webinaire. Ça serait quels seraient vos conseils pour les gestionnaires de bibliothèques qui n'auraient pas pu suivre les formations 2024-2025 ou celles en cours et qui souhaiteraient engager la réalisation de leur PSBC, mettre en place une démarche de prévention au niveau de leur établissement?
Écoutez, pour l'expérience que je n'ai pu faire pendant ces 3 ans, je pense que la première chose à faire, c'est d'entrer en contact avec le conseiller libre et lecture de sa propre région d'appartenance, de se mettre en relation aussi avec les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, qui sont de plus en plus imprégnés de cette culture de protection du patrimoine culturel. Et qui sont donc déjà sensibilisés depuis un certain temps à la question. Et il faut savoir aussi que certaines formations sont encore disponibles en ligne. Il y a tout comment dirais-je, une panoplie d'informations pour débuter son PSPC disponible. Céline pourra parler pour ce qui est sur le site de la BNF, que je connais aussi. Mais il y a des choses qu'on peut trouver assez facilement sur Internet. Et en tout cas, pour ce qui est de bibliothèque, nos contacts sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à revenir aussi vers nous. Nous ferons plaisir, évidemment, de pouvoir étudier nos collègues sur le territoire. Merci. Moi, je recommanderais de faire un autodiagnostic pour le risque de catastrophe naturelle en utilisant des méthodologies qui sont mises à disposition par la DREAL, enfin par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, et par la DREIAT pour la région Île-de-France. C'est vraiment une démarche très utile pour commencer sa réflexion. Très bien. On vous adresse un grand merci de la part de la FPCNT et puis aussi de notre public qui vous remercie aussi dans l'échange sur le chat. Merci à vous deux. On indique que ce webinaire sera aussi disponible pour être vu en différé sur la chaîne YouTube de la FPCNT. Je vous souhaite de belles des belles fêtes de fin d'année, pardon. Et moi, je vous donne rendez-vous donc début 2026, le 22 janvier, avec 2 conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, nos CAUE de la Gironde et de Mayotte, qui seront là aussi pour témoigner tous les deux de leur action au plus proche des populations et des collectivités pour les conseiller sur le comment habiter en zone à risque. Voilà. Merci beaucoup à vous et puis bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.